Strasbourg, septembre 1998. Dans une maison abandonnée de la périphérie, l'air sent le plâtre mouillé et le bois pourri. Un ouvrier polonais, Marek Kowalski, abat les cloisons à la masse quand le choc résonne autrement, plus creux, comme si le bâtiment avait une seconde peau. Il soulève une lame de plancher au deuxième étage et découvre, coincé entre une poutre noircie et une poche de poussière, un petit cahier relié de cuir usé, si fragile que les coins des pages semblent prêts à partir en cendres. Marek l'ouvre malgré lui, par réflexe, et dès la première ligne, son estomac se serre. Ce n'est pas un journal ordinaire, c'est une confession écrite à la hâte, à l'encre diluée, avec la tremble d'une main qui sait qu'elle peut être interrompue à tout moment. Le nom en haut de la première page est presque effacé, mais encore lisible. Lucienne Vourmont, 32 ans, institutrice à Reims. Lucienne écrit depuis 1944, à l'intérieur d'un couvent près de Dijon que la Gestapo a transformé en centre de triage, un endroit où l'on ne détient pas, où l'on écrase. Elle ne raconte pas pour émouvoir, elle raconte pour prouver, avec une précision froide qui fait plus peur que les cris, comme si elle avait décidé de devenir témoin avant d'être victime, de graver l'enfer sur du papier pour que personne plus tard ne puisse dire « nous ne savions pas ». Les pages parlent de couloirs sans fenêtres, de pierres qui suintent, de pas lourds qui montent et descendent à heure fixe, et surtout d'une méthode, enlever aux femmes leur nom, leur dignité, leur sentiment d'exister, sans toujours laisser de traces visibles, mais en laissant des marques à l'intérieur. Marek comprend alors une chose simple et insupportable. Ce cahier a survécu plus de 50 ans parce qu'il avait une mission, et cette mission commence par un titre que Lucienne a souligné comme un avertissement, Acte 1, l'inspection de la honte. Les premières heures après l'inspection ne furent pas marquées par des cris, mais par un silence si épais qu'il semblait peser sur la poitrine. Lucienne décrit comment les femmes furent séparées et conduites dans des cellules individuelles au sous-sol du couvent, des cages de pierre de moins de 2 mètres carrés où l'air sentait la moisissure et l'eau stagnante. Il n'y avait ni lit ni couverture, seulement une couche de paille humide collée au sol glacé. Dès que la porte se refermait, chaque femme comprenait que l'isolement était une seconde forme de violence. On pouvait entendre les respirations étouffées à travers les murs minces, parfois un sanglot rapidement avalé, mais aucune voix ne s'élevait vraiment. Les gardes descendaient à intervalles réguliers pour distribuer une ration dérisoire, un morceau de pain noir dur et une soupe claire où flottaient quelques fragments de légumes. Certaines femmes mangeaient mécaniquement, d'autres restaient immobiles, fixant le bol, comme si accepter cette nourriture signifiait accepter la logique du lieu. Lucienne écrit que la véritable épreuve commençait lorsque les lumières s'éteignaient. Vers la même heure, chaque nuit, des pas résonnaient dans l'escalier et parcouraient lentement le couloir. Ils s'arrêtaient toujours devant une porte. Le cliquetis de la clé brisait l'air, la porte grinçait et une prisonnière était emmenée sans un mot vers une salle invisible au bout du passage. Les autres restaient figés dans l'obscurité, comptant les secondes, imaginant ce qui se déroulait derrière ces murs. Quand la femme revenait, des heures plus tard, elle avançait en silence, soutenue parfois par 2 gardes, son corps parlant à sa place par des gestes raides et une respiration brisée. Personne ne posait de questions. Un pacte muet naissait déjà. Survivre ensemble signifiait porter ensemble ce silence. Lucienne note que cette règle non écrite devint leur première forme de résistance, fragile mais réelle. Dans l'obscurité, certaines frappaient doucement contre la pierre, 3 coups légers pour dire « je suis là ». Une autre répondait par le même rythme. Ce langage minuscule circulait de cellule en cellule comme une étincelle obstinée. Malgré la peur, malgré la fatigue, ces femmes refusaient de devenir de simples ombres. Elles s'accrochaient à la preuve la plus élémentaire de leur humanité, la présence de l'autre. Et dans ce couloir enterré sous des tonnes de pierres, cette présence devenait une arme silencieuse contre l'effacement qu'on tentait de leur imposer. Les jours suivants s'étirèrent comme une seule nuit interminable, où le temps perdait toute forme.
Lucienne raconte que la peur ne venait plus seulement des pas dans le couloir, mais de l'attente elle-même, cette attente qui rongeait l'esprit plus sûrement que la faim. Chaque femme vivait suspendue à l'idée que la clé pourrait tourner dans sa serrure à tout instant. Pourtant, au cœur de cette tension permanente, quelque chose d'inattendu commença à naître. Les prisonnières développèrent une routine secrète pour préserver leur esprit. À travers les fissures des murs, elles échangeaient des souvenirs à voix presque inaudible. Le parfum d'une cuisine familiale, le bruit d'un marché au printemps, la chaleur d'un été au bord d'une rivière. Ces fragments de vie ordinaire devenaient des refuges mentaux. Lucienne écrit que ce souvenir était une forme de survie, une manière de rappeler à chacune qu'elle avait existé avant ces murs et qu'elle existerait peut-être après. Mais les gardes observaient attentivement. Une nuit, les pas s'arrêtèrent plus longtemps que d'habitude dans le couloir. La porte d'une cellule s'ouvrit brusquement et une femme fut entraînée dehors sans le moindre mot. Les autres comprirent que quelque chose avait changé. Lorsqu'elle revint, son silence était plus lourd que tous les précédents. Elle s'assit contre le mur et resta immobile jusqu'à l'aube, ses yeux ouverts dans l'obscurité. Lucienne note que ce n'était pas seulement la douleur qui frappait ces femmes, mais la tentative méthodique d'effacer leur identité, de les réduire à un état où même le souvenir d'elles-mêmes deviendrait flou. C'est précisément à ce moment que la solidarité se transforma en décision consciente. Les prisonnières commencèrent à mémoriser les noms les unes des autres, à les répéter mentalement comme une prière. Elles refusaient que ces noms disparaissent. Dans ce sous-sol froid, entouré de pierres et de silence, elles construisaient une archive vivante faite de mémoires partagées. Lucienne écrit que chaque nom retenu était une victoire minuscule mais essentielle contre l'oubli. Et plus la pression augmentait, plus cette détermination se renforçait. Elles n'avaient aucun contrôle sur ce que leur geôlier pouvait leur faire subir, mais elles conservaient encore le pouvoir de témoigner intérieurement. Tant que leurs esprits restaient éveillés, tant qu'elles pouvaient nommer ce qu'elles voyaient et ce qu'elles ressentaient, elles n'étaient pas entièrement vaincues. Dans cette obscurité compacte, la mémoire devint leur dernier territoire libre, un espace que personne ne pouvait envahir sans leur consentement. Au début de l'été, la tension dans le couvent atteignit un point presque insoutenable. Lucienne décrit une atmosphère lourde, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Les bombardements lointains faisaient vibrer les murs, et chaque fois que la pierre tremblait, un espoir furtif traversait les cellules. Le monde extérieur existait encore. Mais à l'intérieur, la réaction des gardes fut immédiate. Leur nervosité se transforma en brutalité sèche, précise, presque administrative. Les routines changèrent, les descentes nocturnes devinrent plus fréquentes, plus imprévisibles. Lucienne remarque que cette imprévisibilité était une arme en soi. Ne jamais savoir quand viendrait le prochain choc empêchait tout repos véritable. Pourtant, au cœur de cette pression croissante, les femmes affinèrent leur réseau invisible. Elles mirent au point un langage de coups légers contre la pierre, un code simple mais efficace pour transmettre des informations essentielles. Qui avait été emmené, qui était revenu, qui avait besoin d'aide. Ce système fragile créait une carte mentale du couloir, une conscience collective qui résistait à l'isolement imposé. Une nuit, un événement marqua un tournant. Les gardes fouillèrent plusieurs cellules avec une minutie inhabituelle. Ils renversèrent la paille, frappèrent les murs, cherchèrent quelque chose qu'ils ne trouvèrent jamais. Après leur départ, le silence fut différent. Il n'était plus seulement fait de peur, mais d'une compréhension partagée. Leur petite résistance avait été pressentie. Lucienne écrit que ce moment fut paradoxalement libérateur. Si leur joaillier soupçonnait une organisation, c'est qu'elle existait réellement. Leur solidarité n'était pas une illusion. Elle avait un poids suffisant pour inquiéter ceux qui détenaient tout le pouvoir matériel.
Cette prise de conscience renforça leur détermination. Les souvenirs échangés devinrent plus précis, presque méthodiques. Elle décrivait des lieux, des visages, des détails quotidiens avec une exactitude volontaire, comme si elle gravait ces images dans une archive commune destinée à survivre à chacune d'elles. Lucienne comprend alors que leur lutte ne se situe plus seulement dans la survie physique, mais dans la préservation d'un récit. Tant que ce récit continuait de circuler entre elles, le système qui cherchait à les réduire au silence n'était pas total. Dans l'obscurité du sous-sol, sans armes ni fuite possible, ces femmes construisaient une forme de résistance basée sur la mémoire partagée et la transmission intérieure. Et pour la première fois depuis son arrestation, Lucienne écrit qu'elle sentit non pas l'espoir naïf d'une libération imminente, mais une certitude plus profonde. Quoi qu'il arrive à leur corps, quelque chose d'essentiel resterait intact tant qu'elles continueraient à se souvenir ensemble. Les jours qui suivirent installèrent une fatigue si profonde qu'elle semblait s'infiltrer jusque dans les pensées. Lucienne écrit que la privation de sommeil devint une stratégie silencieuse mais constante. Les gardes faisaient résonner volontairement leurs bottes dans le couloir à des heures irrégulières, ouvraient et refermaient des portes sans raison apparente, laissaient tomber des objets métalliques dont le fracas déchirait le calme fragile. Chaque sursaut rappelait aux prisonnières qu'aucun repos n'était sûr. Peu à peu, la frontière entre veille et rêve commença à se brouiller. Certaines femmes murmuraient dans leur sommeil, revivant à voix basse des scènes de leur vie passée. Lucienne décrit ces murmures comme des fils ténus reliant encore chacune à son identité. Une nuit, une voix chanta très doucement une vieille chanson française. D'autres la reconnurent et s'y joignirent, presque sans son, transformant le couloir en une vibration discrète mais unie. Ce chant n'était pas une rébellion ouverte, mais une affirmation intime d'existence. Lorsque le silence revint, il portait une qualité différente. Il n'était plus seulement imposé, il était choisi, partagé. Lucienne note que cette expérience révéla une vérité essentielle. Les gardes pouvaient contrôler les mouvements, la nourriture, la lumière, mais ils ne pouvaient pas entièrement gouverner l'espace intérieur où naissaient les souvenirs et les voix. Dans cet espace, les femmes restaient souveraines. Pourtant, cette souveraineté avait un prix. La fatigue accumulée rendait chaque émotion plus vive, chaque peur plus tranchante. Une prisonnière s'effondra un matin, incapable de se lever. Les autres, malgré la distance imposée par les murs, coordonnèrent discrètement une aide minimale. Un morceau de pain glissé sous la porte, quelques mots rassurants tapés contre la pierre. Ces gestes minuscules prenaient une importance immense. Lucienne comprend alors que la survie ne dépendait pas seulement de la résistance individuelle, mais d'un équilibre fragile entre solitude et lien. Chacune portait sa propre douleur, mais aucune n'était totalement isolée tant que ces signes circulaient. Elle écrit que cette solidarité silencieuse fonctionnait comme un battement de cœur collectif. Tant qu'il continuait, le système qui cherchait à les fragmenter échouait partiellement. Et dans cette prise de conscience naquit une forme de calme inattendu. Pas un apaisement naïf, mais une lucidité ferme. Elle ne contrôlait pas leur destin immédiat, mais elle contrôlait encore la manière dont elle traversait cette épreuve. Cette lucidité devint pour Lucienne une ancre. Elle décida de mémoriser chaque détail avec encore plus de précision, convaincue que la fidélité du souvenir serait un jour leur voie commune. Dans la pénombre, entourée de pierres et de fatigue, elle sentit que cette décision la tenait debout plus sûrement que n'importe quelle promesse extérieure. Un matin, sans avertissement, la routine se brisa. Les portes s'ouvrirent les unes après les autres et les prisonnières furent rassemblées dans le couloir. Lucienne écrit que la lumière soudaine lui fit mal aux yeux, comme si son regard n'était plus habitué au monde visible. Les femmes se tenaient en silence, certaines vacillantes, soutenues par le mur humide. Les gardes les observaient avec une attention inhabituelle, presque méthodique. On les fit avancer vers la cour intérieure. L'air extérieur,
froid et chargé d'humidité, frappa leur visage avec une intensité oubliée. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Ce simple contact avec le ciel gris suffisait à rappeler qu'il existait un univers au-delà de la pierre. Lucienne remarque que ce contraste renforçait à la fois la douleur et la détermination. Voir le monde rendait l'enfermement plus cruel, mais aussi plus réel, et donc plus digne d'être mémorisé. Dans la cour, les femmes furent alignées. Un officier lut une liste de noms. Chaque nom résonnait comme un coup sec. Celles qui étaient appelées sortaient du rang, leur visage figé dans une tension silencieuse. Personne ne savait ce que signifiait cette sélection. Pourtant, un instinct commun parcourut le groupe. Il fallait se souvenir. Lucienne se concentra pour graver chaque nom dans sa mémoire, répétant mentalement la liste comme une litanie. Elle comprit que cet instant était un point de bascule. La séparation transformait leur communauté en fragments dispersés, et la seule manière de préserver leur unité était de porter les absentes en soi. Lorsque le groupe fut divisé, un regard circula entre celles qui restaient et celles qui partaient. Aucun mot ne fut échangé, mais une promesse tacite se forma. Lucienne décrit ce regard comme un pacte silencieux, témoigné pour celles qui ne le pourraient peut-être jamais. Les gardes interrompirent ce moment en ordonnant le retour aux cellules. La cour se vida aussi brusquement qu'elle s'était remplie. De nouveau enfermée dans l'obscurité relative, Lucienne sentit le poids de ce qu'elle venait de voir. La sélection avait introduit une nouvelle dimension à leur épreuve, la conscience aiguë de la disparition possible et immédiate. Pourtant, au lieu de dissoudre leur volonté, cette conscience la concentra. Les coups légers contre les murs reprirent, plus lents mais plus assurés. Chaque signal portait désormais une signification élargie. Nous sommes encore là, nous nous souvenons de vous. Lucienne écrit que cette persistance du lien, malgré la séparation physique, prouvait que leur résistance avait atteint une forme plus profonde. Elle ne dépendait plus de la proximité, mais d'une décision intérieure partagée. Dans cet espace restreint, entourée de silence et d'incertitude, elle sentit que la mémoire collective qu'elle construisait devenait plus solide que la peur, et cette solidité, fragile mais réelle, lui donna la force de continuer à observer, à retenir, à transformer chaque instant en témoignage intérieur. Les jours suivants s'étirèrent dans une attente lourde, presque matérielle. Lucienne écrit que le temps perdit toute structure reconnaissable. Il ne se mesurait plus en heures, mais en sensations. Le froid du matin, la faim qui revenait par vagues, le bruit des pas dans le couloir. Pourtant, au cœur de cette répétition, quelque chose changea subtilement. Les femmes commencèrent à organiser leur perception du temps comme une forme de discipline intérieure. Par de légers signaux échangés à travers les murs, elles établirent un rythme commun, des moments de silence total pour économiser leurs forces, puis de brefs instants consacrés au message. Cette organisation invisible transformait l'attente en action mesurée. Lucienne comprit que structurer le temps revenait à reprendre une part de contrôle. Elle se mit à observer son propre esprit avec la précision d'une enseignante. Chaque souvenir évoqué devenait un exercice de maintien identitaire. Elle récitait mentalement des poèmes appris autrefois, reconstituait des leçons qu'elle avait données à ses élèves, revoyait les visages familiers de son passé. Ces reconstructions n'étaient pas une fuite, mais une consolidation. Elles affirmaient que son existence ne se limitait pas au mur présent. Autour d'elle, elle percevait des signes similaires. Une femme frappait doucement un motif régulier contre la pierre, comme un métronome discret. Une autre murmurait des chiffres, comptant et recomptant pour ne pas laisser son esprit se dissoudre. Ces pratiques individuelles formaient une trame collective. Lucienne note que cette trame créait une atmosphère nouvelle. La peur restait, mais elle coexistait avec une concentration presque calme. Les gardes semblaient sentir ce changement sans pouvoir le nommer. Leurs interventions devinrent plus imprévisibles, comme s'ils tentaient de briser un équilibre qu'ils pressentaient. Pourtant, chaque perturbation renforçait paradoxalement la détermination des prisonnières à maintenir leur rythme intérieur. Un soir,
Un silence particulièrement dense envahit le couloir. Aucun bruit de pas, aucune porte ne claqua pendant un long moment. Dans cette suspension inhabituelle, les femmes échangèrent une série de signaux plus longs que d'ordinaire. Le message était simple, tenir encore. Lucienne ressentit alors une clarté inattendue. Elle comprit que leur résistance ne se manifestait pas par des gestes spectaculaires, mais par la continuité obstinée de leur conscience. Tant qu'elles pouvaient organiser leurs pensées, partager des signes, préserver une mémoire commune, elles restaient actrices de leur propre histoire. Cette prise de conscience dissipa une partie de la fatigue qui pesait sur elle. Elle se redressa contre le mur humide et se promit de conserver cette lucidité jusqu'au bout. Dans l'espace étroit de sa cellule, entourée d'ombre et de pierre, elle sentit que cette promesse constituait une forme de liberté intérieure que rien ne pouvait entièrement lui retirer. Les derniers jours avant le transfert arrivèrent sans annonce officielle, mais toutes le sentirent. Lucienne écrit que l'air même semblait chargé d'une urgence muette. Les gardes circulaient plus vite, parlaient à voix basse, et chaque ouverture de porte provoquait une tension immédiate dans le couloir. Les prisonnières comprirent que quelque chose touchait à sa fin, sans savoir si cette fin signifiait la libération ou une disparition définitive. Dans cette incertitude extrême, leur réseau silencieux atteignit son point le plus intense. Les coups échangés contre les murs ne servaient plus seulement à transmettre des informations, mais à maintenir une présence continue. C'était une manière de dire « nous existons encore, ensemble ». Lucienne se concentra pour fixer dans sa mémoire tout ce qu'elle pouvait percevoir, les voix étouffées, les rythmes familiers, la texture même du silence. Elle savait instinctivement que ces instants seraient les derniers partagés dans cette configuration. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin et que les femmes furent conduites hors de leur cellule, un calme étrange les habitait. Elles marchaient lentement, soutenues par une solidarité invisible mais palpable. Dans le couloir, leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut prononcé, mais une compréhension circula entre elles. Quoi qu'il arrive ensuite, ce qu'elles avaient vécu ensemble ne disparaîtrait pas entièrement. Lucienne ressentit cette certitude comme une force physique. Même si leurs chemins se séparaient, la mémoire collective qu'elles portaient continuerait à vivre à travers chacune. En franchissant le seuil vers l'extérieur, elle jeta un dernier regard vers les murs de pierre. Ils n'étaient plus seulement le symbole de leur enfermement, mais aussi le témoin silencieux de leur résistance intérieure. Elle emporta avec elle chaque nom, chaque signal, chaque fragment de voix. Dans le mouvement qui les éloignait de ce lieu, elle comprit que son rôle ne s'arrêtait pas à survivre. Il consistait à préserver intacte cette archive vivante pour qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle puisse être transmise. Cette pensée lui donna une stabilité inattendue. Au milieu du bruit des ordres et des pas, elle sentit une clarté profonde. Tant que le souvenir demeurait, leur dignité n'était pas perdue. Et avec cette certitude ancrée en elle, Lucienne avança vers l'inconnu sans détourner les yeux, portant en silence la promesse que rien de ce qu'elles avaient vécu ne serait entièrement effacé.